Amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 18 avril 2010, il est 23h. Vous êtes sur Méridien Zéro, une émission d'RBN France. Aux commandes ce soir, le lieutenant Sturm. Nous recevons pour cette seconde émission le camarade Georges Feltin-Tracol pour son ouvrage « Orientation rebelle » aux éditions Heligoland. J'ai avec moi pour discuter de cet ouvrage le camarade Pascal Lassalle. Bonsoir. Et notre ami Contrepont. Bonsoir camarade. Comme d'habitude, aux manettes, Lord Sergueï, qui vous assure le point technique. Je vous rappelle quelques messages habituels. Vous pouvez retrouver le blog de l'émission sur hauteffort.com. Je rappelle, Méridien Zéro sur hauteffort.com. Ou nous écrire à l'adresse habituelle, à l'adresse mail habituelle, zméridien@yahoo.com. Cher Pascal, je vais maintenant te laisser la parole pour que tu nous présentes notre invité, que je remercie par avance de sa venue, son parcours, son pédigré, comme on dit. Exactement. En fait, je n'ai pas révélé un secret d'État que d'avouer à nos éditeurs que nous nous connaissons bien, Georges et moi. Nous sommes fréquentés dans les mêmes cénacles, à savoir les légendaires universités de Grèce, qui se tenaient tout au long de la décennie 90 dans une magnifique bâtisse provençale. Et je me souviens encore du jour où j'ai vu Georges débarquer dans les groupes de travail qui étaient fort laborieux et fort actifs à cette époque-là. Et Georges, aujourd'hui, donc apparaît comme une des figures de proue de ces intellectuels organiques, pour reprendre une définition qui avait été à la mode et qui, je pense, aujourd'hui peut s'appliquer à lui. Il est né en 1970, il a une approche plus résolument pluridisciplinaire et transdisciplinaire de la vision du monde qu'il défend toujours avec brio. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a gardé ce qui faisait le fond de la vision du monde du Grèce, c'est-à-dire un enracinement résolument européen, avec une vision du monde qui vise justement à remettre au goût du jour, à réactualiser une Weltanschauung, comme on disait à l'époque, donc une vue du monde qui se prenait source au fondement de nos valeurs traditionnelles. Et à côté de ça, il a une curiosité intarissable. Il explore sans cesse de nouvelles pistes de réflexion, en reprenant soit des classiques, soit en cherchant, une véritable thèse chercheuse en quelque sorte, de nouvelles pistes et sentiers de réflexion. En fin de compte, si je pouvais oser cette comparaison, je dirais c'est un Alain de Benoît en plus jeune, mais qui a gardé l'impératif identitaire et d'enracinement, tout en le conjuguant à une intarissable, comme je disais, curiosité et envie de renouveler de manière novatrice notre vision du monde et la rendre accessible justement au plus grand nombre. Et comme d'ailleurs il est écrit dans la préface de son ouvrage, il y a l'idée que la démarche, la militance intellectuelle et la militance au sens courant du terme ne sont pas opposables, mais au contraire doivent être synchronisées et être perçues de manière complémentaire. Ça, c'est frappant. Donc, pour rajouter un petit peu sur le pédigré de l'ami Georges, sachez que les auditeurs sachent qu'il a collaboré à de nombreuses revues, que ce soit la revue Roquefavour, L'Âtre, Cartouche, qui était la revue des jeunes plumes du Grèce à l'époque, Relève politique, Rivarol, le combat pour les retraites, aussi dans le secteur social tout à fait, Le Lien, Éléments, il avait fait des chroniques culturelles notamment, et L'Esprit européen, la revue qui avait été aussi co-dirigée par Jacques Marlot, ancien président du Grèce. Donc, il anime surtout un site d'intelligence métapolitique remarquable, Europé Maxima, sur lesquels on peut notamment lire de nombreuses contributions, ainsi que des collaborateurs réguliers comme Pierre Le Vigan ou Daniel Colonne, et surtout un lieu de débat et de stimulation intellectuelle qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Oui, d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, nous mettrons bien évidemment à la suite du podcast de cette émission le lien vers Europe Maxima et nous encourageons tous nos auditeurs
à aller y lire la somme incroyable d'articles qu'on peut y trouver, ainsi que les savoureux débats qui animent régulièrement la publication de ces articles. Petite précision aussi, la dimension régionaliste de l'œuvre de Georges se manifeste également dans ses collaborations régulières à la presse normande, à savoir l'Unité normande et le magazine de culture normande également. Merci Pascal pour cette présentation. Mon cher Georges, j'espère qu'il vous reste encore des choses à dire. Vous venez d'être porté au nu par le camarade Pascal. Avec raison, je dois le dire, c'est une émission tout à fait objective, car j'ai également lu votre ouvrage avec un plaisir non dissimulé et surtout avec la joie de trouver matérialisé un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui en gestation et de les voir alignés, rassemblés, affinés, synthétisés est une grande joie pour le lecteur que je suis. Moi, j'ai des questions très terre à terre pour commencer. Alors, oui, mon cher Georges. Premièrement, je vous remercie pour votre invitation. Non, c'est nous. Et puis, je suis extrêmement rouge de confusion devant c'est pas grave, on est à la radio. Tombereaux de Georges, tu sais bien de que je suis pas qualification de Pascal. Voilà. Bon. Eh bien, c'est tant mieux parce qu'il est plutôt avare de compliments. Donc là, c'est plutôt bien parti. Moi, je vais, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cet ouvrage, dont je rappelle le titre, Orientation rebelle, aux éditions Heligoland, je vais te poser la question de la construction et de la constitution de ce livre, parce que ce livre est une somme, un assemblage, une récollection d'articles édités, écrits depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand en fait tu as cette idée de livre, et surtout est-ce que certains de ces articles datent d'avant l'idée du livre, ou est-ce que tu as écrit ces articles en fonction d'une somme future ? Alors, j'ai eu l'idée de ce recueil il y a environ une dizaine de mois. J'ai mis à profit l'été dernier pour compiler certains articles dans cet ouvrage. Bien évidemment, il s'agit en fait d'un premier bilan. Comme je l'écris dans ma préface, ça fait bientôt plus de 15 ans que je combats dans le domaine métapolitique. Il y a des articles qui furent les premiers à paraître dans Roquefavour, dans L'Âtre, dans Éléments, en 1997, 1998, 1999. À cette époque-là, je ne savais pas encore qu'un jour, il paraîtrait sous la forme d'un recueil. Donc c'était totalement la chance, tout simplement. D'accord. Donc c'est un vrai travail de compilation, récent d'ailleurs. Et pourquoi cette volonté de rassembler ces écrits, donc vieux de plus d'une dizaine d'années? Alors, il y a certains textes qui datent de 1997, et puis il y a des textes extrêmement récents, mis en ligne sur Europe et Maxima. Je crois que le dernier date de fin 2008, début 2009. Donc c'est entre 1997, 2008, 2009. Alors pour quelle raison ? Certains membres d'Europe Maxima sont venus me voir, ou bien m'ont envoyé des courriels en me disant « Tes textes mis en ligne, c'est bien. Tes textes parus dans le magazine national des seniors, dans Éléments, dans Culture normande, dans l'Unité normande, c'est bien. Mais il faudrait un jour que tu fasses un livre. » Comme malheureusement je n'ai guère le temps de me lancer dans un grand essai, j'ai trouvé une solution de facilité, je le reconnais volontiers, faire une compilation d'articles. Donc je suis parti à la chasse des textes les plus intéressants de mon point de vue, et je les ai hiérarchisés selon des thèmes qui, pour moi encore, sont extrêmement importants. Bon, c'était la question que j'allais te poser. Quels sont les discriminants que tu as posés pour le choix de tes articles, et est-ce que ça t'est apparu assez rapidement, le déroulé finalement de ce livre t'est apparu rapidement en fonction du choix des articles et des thématiques? Oui, j'ai commencé par faire le plan. Je suis quelqu'un de relativement rigoureux. On commence d'abord par le squelette et ensuite on l'alimente. D'accord. La première partie s'appelle mise au point.
mise au point P-O-I-N-T, mais il faut l'entendre aussi mise au point avec le G, le point de boxe, le combat. Il s'agit de mettre au point certains éléments qui encombrent notre famille de pensée, d'où une sorte de critique au marteau de certaines idées. Ensuite, j'évoque les enjeux géopolitiques, orientation géopolitique, j'évoque les figures des grandes personnalités. Et il y a le deuxième point qui est révolte contre la société globale. Il s'agit d'une opposition radicale envers l'évolution actuelle de notre société. Et puis enfin, il y a ce que j'appelle la reconquête. Partir à la reconquête. Il y a dans les années 1970, à la fin des années 1970, Louis Pauwels avait parlé d'un article d'Alain de Benoît en le qualifiant de guerrier des bibliothèques. Eh bien, je reprends sans aucun problème cette qualification de guerrier des bibliothèques, de combattant des idées. Eh bien, cette reconquête, j'estime qu'il faut commencer par les idées, et ces idées doivent s'incarner ensuite sur le terrain. Très bien. Georges, une dernière question avant que nous entrions avec Pascal et Contrepont dans les grandes thématiques qui vertèbrent ce livre. J'aime beaucoup le titre Orientation rebelle. Qu'est-ce qui te l'a fait choisir? Une réflexion une fois le livre terminé, une lecture. Quel est le levier du choix de ce titre? Alors au début, j'avais l'intention de l'appeler Orientation révolutionnaire. Mais il est vrai que le terme révolutionnaire chez nous a de fâcheuses connotations gauchistes. Et si je l'avais appelé orientation révolutionnaire, on aurait pensé que je soutiens Besancenot, Arlette ou d'autres militants de l'extrême gauche. Orientation rebelle m'est paru assez rapidement en réalisant la colonne vertébrale, les principaux chapitres qui allaient accueillir ensuite les articles. Orientation rebelle est un clin d'œil à deux grandes figures pour lesquels j'ai une grande admiration. Orientation, c'est Julius Evola. Oui. C'est son livre qui allait ensuite donner naissance aux Hommes au milieu des ruines. Et puis Rebelle, c'est le traité du rebelle, le recours aux forêts d'Ernst Jünger. Magnifique ouvrage. Je souhaitais ici associer Evola et Jünger dans des orientations rebelles. Cela nous rappelle des initiatives que certains d'entre nous autour de ces micros avaient tenté à la fin des années 90 avec la revue Imperium justement, et nous étions placés sous le patronage de Nietzsche, Evola et Jünger justement. Comme quoi, plus les choses changent, plus rien ne change. C'est très bien, c'est très très bien. Pascal, une petite introduction aux principales thématiques de l'ouvrage et au balancement entre ces thématiques. Écoutez, oui, les thématiques développées dans l'ouvrage se situent globalement dans la vision du monde qui avait été mise en place par la Nouvelle Droite, mais elle est renouvelle. Et comme le disait Georges, dans la première partie, mise au point, il y a une sorte de dépoussiérage, des scories qui encombrent notamment un petit peu notre mouvance au sens très large, notamment la question des typologies de droite et gauche, les appellations aussi de nouvelle droite qui méritent d'être dépassées. On remet aussi en question donc certains schémas généraux comme ceux de la modernité, le mythe de Prométhée, le souverainisme, la notion d'Occident, donc toutes ces notions qui avaient déjà été abordées par les thématiques de ce qu'on appelait jadis la nouvelle droite, sont remises en perspective par Georges, rendues plus accessibles et aussi orientées vers des pistes de réflexion nouvelles. Est-ce que Georges, justement, tu pourrais un peu revenir sur certaines de ces thématiques? Alors, juste même avant les thématiques, on peut revenir sur cette première partie d'ouvrage. Moi, j'ai envie, Georges, de commencer par l'introduction dans laquelle tu as cette définition du type militant que tu entends représenter et qu'il est souhaitable ou qu'il serait souhaitable selon la lecture que nous faisons de cette introduction de représenter. Donc à la fois solidariste, identitaire, patriote, européen. Est-ce que j'oublie une occurrence? Alors dans l'introduction préface d'Orientation rebelle, je me définis comme identitaire, solidariste, patriote, écologiste, communautarien, dans un cadre régional, français et européen. Je crois que tout est dit. Voilà, tout est dit. Je précise que je ne fais pas œuvre de novation.
je ne fais que reprendre, développer ce qu'ont écrit depuis les années 1980 Dominique Vénère, Jean Mabir, Alain de Benoît, Guillaume Faye, Robert Stockers, bref, des personnalités de notre courant de pensée. Et il est vrai que je suis très orienté nouvelle droite, terme que je n'apprécie absolument pas, mais bon, oui, on est c'est un fait. plusieurs autour de cette table. Grèce. Disons Grèce, allez, c'est peut-être mieux. Oui, Grèce, oui. Oui, j'ai dirigé pendant quelques numéros le lien qui était le bulletin interne du Grèce. Donc, me dire gréciste... Historiquement, le terme nouvelle droite a été accolé par nos adversaires au début des années 80, enfin, juste après la fameuse campagne de presse de 1979, et c'est vrai qu'il ne nous a jamais convaincus. Bon, à l'époque, Pas même Alain de Benoît, d'ailleurs. Pas même le droit, mais on s'est retrouvé en quelque sorte piégé par une sorte de notoriété, et c'est vrai que la tentation de profiter de cette notoriété a fait que ce terme a été conservé. Mais quelques-uns d'entre nous avaient justement pensé à l'époque du terme nouvelle culture, mais c'est un terme qui a eu du mal à décoller malheureusement. Oui, malheureusement. Par ailleurs, le terme nouvelle droite, peut-être nous y reviendrons. Non, vas-y, Georges. Je n'apprécie pas beaucoup ce terme parce que droite, gauche, c'est dans un cadre beaucoup plus politicien, électoral, parlementaire, et je suis un grand partisan de dépasser le clivage droite-gauche, et je ne suis pas un chaud partisan de l'action politicienne, même si celle-ci a des mérites. Donc je suis ni droite ni gauche, et en même temps de droite, de gauche et d'ailleurs. Donc d'ailleurs, dans la préface de ton ouvrage, on voit que Gabriel Adinolfi, dont nous avons parlé dans l'émission, est cité à ce propos concernant l'action politique, et il dit la chose suivante: l'appartenance à un parti politique, à un mouvement, à un organisme quelconque ne suffit pas. Elle ne peut pas constituer un point d'arrivée, mais un point de départ pour agir sur soi-même et structurer ce qui nous entoure. Je pense que le livre de Gabriele Adinolfi, Les pensées corsaires, ont eu un phénomène d'accélération sur la réalisation d'orientation rebelle. C'est en lisant Les pensées corsaires que se sont cristallisées dans mon esprit les principales thématiques de l'ouvrage. Je vais très modestement, et c'est amusant, l'ouvrage de Gabriele Adinolfi a eu a été un facteur d'accélération pour la création de cette émission également. Comme quoi, les effets sont bénéfiques et divers. C'est d'ailleurs le but. C'est d'ailleurs le chose. but. Et je pense que ce grand ami et ce grand combattant européen doit en être heureux, fier non, parce qu'il est d'une modestie sans faille, mais heureux, j'en suis certain. Moi, j'aurais souhaité, Georges, que tu reviennes un peu sur deux termes de ta définition personnelle, le solidarisme et le fait que tu te décrives comme communautarien. Il y a des choses importantes à préciser au travers de ces deux termes qui peuvent prêter, notamment pour les jeunes générations, à quelques confusions. Bien alors, le solidarisme est une notion relativement peu connue en France. C'est un terme qui était apparu forgé au début du XXe siècle par le sociologue Émile Durkheim et par l'homme politique radical socialiste Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, oui, c'est ça. Et il s'agissait de défendre une certaine vision du radicalisme français laïcard. Le solidarisme a eu aussi à l'étranger un certain succès pendant la guerre froide avec le fameux NTS en Union soviétique. Le NTS... Il y a en Occident, en Occident surtout. Aussi. C'était les exilés. Voilà. C'était les exilés qui soutenaient les dissidents en Union soviétique. C'était le mouvement solidariste russe d'orientation démocrate chrétienne ou parfois orthodoxe sociale, c'est-à-dire chrétienne sociale. Bien évidemment, dans les années 70-80, il y avait en France des mouvements solidaristes, comme le groupe Action Jeunesse, le mouvement Jeune Nation Solidariste. Mais ces mouvements politiques n'ont jamais produit une véritable théorie politique. Oui, il y avait un courant au Front National aussi, avec Colino, Stirbois. C'est Jean-Pierre Stirbois qui est venu au Front National en 1977 apporter son appui à Jean-Marie Le Pen, à l'époque où celui-ci était un petit peu en désaccord avec les GNR de François Duprat. Voilà, ils étaient classés comme solidaristes, en tout cas par les politologues, les observateurs. Solidaristes. Un des groupes solidaristes de l'époque. Il y a une nébuleuse solidariste. Oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mouvement solidariste. Mais quand on regarde sur l'histoire du mouvement solidariste, on découvre qu'il n'y avait pas de théorie. Pascal a dit que j'étais un chercheur et je suis allé voir à l'étranger. Donc chez les Russes,
c'est très guerre froide, très anti-Union soviétique. Donc pour aujourd'hui, c'est inopérant. En revanche, en Belgique, dans les années 30, il y avait un grand penseur de la révolution conservatrice belge, Joris van Severen, un flamand de langue française. Et Joris van Severen a développé l'idée du solidarisme, idée que j'estime être extraordinaire. Severen est mort en 1940, assassiné par les Français. À Abbeville. Ouais. C'était quelqu'un qui rêvait de reconstituer, après avoir été indépendantiste flamand, un grand espace tiois entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Et Severen avait créé le mouvement des nationaux solidaristes. Alors en clair, pour aller vite, qu'est-ce que le solidarisme ? C'est pour moi un terme beaucoup plus approprié pour désigner ce que Jean Mabir appelait le socialisme européen. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que se dire socialiste européen, c'est connoter l'encore. Si vous dites dans la rue que vous êtes socialiste européen, on va croire que vous êtes partisan de Martine Aubry, de Martin Schulz, le président du groupe parlementaire socialiste au Parlement de Strasbourg, ou bien Dominique Strauss-Kahn. N'en parlons même pas. Voilà. Donc, se dire socialiste européen, les gens vont nous cataloguer, on est dans le système. Alors que nous sommes résolument contre le système. Se dire solidariste, c'est une certaine manière se dire en faveur et être pour la solidarité entre les différentes classes sociales. C'est le désir de dépasser le clivage entre le patron, l'employé, le travailleur. C'est en clair l'alliance de la ferme, de la boutique et de l'atelier. C'est l'idée de solidarité entre les différentes couches sociales et aussi entre les différentes générations. Exactement, voilà. D'où l'importance du terme solidarisme. Dans solidarisme, il y a solidarité. Il y a aussi solidité. Merci Georges. Avant de passer au terme communautarien, juste une petite précision. Le glissement droitard et libéral du Vlaams Belang, ex-Vlaams Blok, a généré sur son aile gauche et avec l'appui de tout petits groupes solidaristes flamands, la naissance du NSA, Neue Solidariteit Actief, qui est aujourd'hui alternative néo-solidariste. Voilà, alternative néo-solidariste ou nouvelle solidarité, comme les Belges francophones le disent, qui est un courant militant ainsi qu'une organisation politique qui est en pleine ampleur en Flandre, et qui est constitué de nombreux militants jeunes, étudiants, ouvriers, salariés, et qui est en pleine expansion. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller faire un petit tour. Sur Internet, ils tapent N-SA et ils vont tomber très rapidement sur le site qui n'est malheureusement que très très peu abondé en langue française. Je crois il est quasiment entièrement en flamand. Uniquement en néerlandais. Uniquement en néerlandais. Oui. Et n'y voyez pas là de la guerre intestine qui se joue en Belgique à l'heure actuelle, mais si. Par contre, effectivement, on y verra un certain nombre de symboles, de reprises. Le portrait de Joris van Severen est fait. Il y a aussi le trident solidariste. Le trident solidariste et le drapeau ukrainien d'ailleurs. Et le drapeau est noir voilà. et vert. Ouais. Le vert soulignant à la fois l'espoir que génère le solidarisme et leur volonté d'ancrage écologique, puisque il y a chez eux d'ex-membres de Grunrecht, qui était un groupe politique tertiariste très orienté vers l'écologie. Voilà, alors, petit aparté intéressant pour dire que le solidarisme reprend beaucoup de poils de la bête en Europe, dans divers pays, et c'est un bien. Communautarien maintenant, Georges. Une petite précision. Alors là aussi, on entend, malheureusement, dans la novlangue mondialiste, quand on entend communautarien, on entend communautarisme, on entend les penseurs communautariens américains, on entend le communautarisme à la française. On a là aussi la possibilité de glissement et d'incompréhension majeure. Alors je précise bien, et tu as parfaitement raison, c'est communautarien et non pas communautariste. Aujourd'hui, le communautarisme, c'est une sorte de grand méchant loup dans le monde médiatique. Communautarien, je fais référence à la pensée communautarienne, c'est-à-dire un groupe d'intellectuels des États-Unis et du Canada qui, dans les années 1970, ont voulu répondre à un ouvrage du libéral John Rawls sur la justice. C'est un débat de philosophie politique.
Vous avez d'un côté des libéraux qui défendent la notion de justice et de l'autre côté des penseurs communautariens qui sont extrêmement variés, qui défendent la notion de bien commun. Et autour de cet enjeu ont été produits une quantité de textes. Alors, que retiens-tu des communautariens nord-américains ? Avec une petite précision que je demanderai à Georges, est-ce que aussi dans le fait que tu reprends le terme communautarien, est-ce que tu as songé à la pensée du sociologue allemand Ferdinand Tönnies, qui avait aussi théorisé cette différence entre communauté et société, Gemeinschaft et Gesellschaft, et qui montrait que le premier terme était un terme organique, enraciné, alors que l'autre était un terme mécaniste et abstrait. Bien évidemment, d'autant que les penseurs communautariens en Amérique du Nord s'inspirent eux-mêmes des travaux de Tönnies. D'accord. Alors, communautarien, pour moi, je ne vais pas dans la philosophie politique, j'abaisse un petit peu le niveau, c'est dans le domaine métapolitique. Communautarien, c'est la défense de toutes les communautés. Toutes les communautés, pour moi, les communautés charnelles, les communautés de naissance, les communautés enracinées. Voilà. Donc, en fait, En ce qui me concerne, la communauté est beaucoup plus importante que le cadre national. alors, tu fais une différence avec la notion de communauté telle qu'elle est entrevue notamment par ceux qui lisent l'œuvre de Michel Maffezoli, avec ces fameuses tribus, qui sont des communautés souvent informelles, souvent artificielles, fondées sur des goûts communs, sur des loisirs partagés, sur des sexualités, des inclinaisons sexuelles partagées également. Hein. Donc je crois que tu établis clairement cette différence. Je m'inspire énormément des travaux de Michel Maffezoli, qui sont pour moi des travaux remarquables. Dans un article, je fais une distinction très nette entre le communautarisme et la pensée communautarienne. Pour moi, le communautarisme s'inscrit dans ce que j'appelle le multiculturalisme, c'est-à-dire le phénomène de hypermodernité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, c'est une forme de simulacre. Le communautarisme, c'est la défense par exemple, des groupes homosexuels. Voilà, tout à fait. Voilà, tout simplement. Alors qu'il faut opposer une césure radicale entre ce communautarisme-là, qui en fait soutient le système global, qui est notre ennemi principal, et le retour aux communautés, c'est-à-dire à l'enracinement aux identités charnelles. Est-ce qu'on peut dire communautarien égale organique ? D'une certaine manière, oui. D'accord, très bien. Pascal, je crois que tu voulais visiter quelques-uns des grands thèmes que Georges a abordés dans son ouvrage, parce que là, nous n'avons effacé que le préambule. Je te laisse la parole pour un certain nombre de questions et de mises au point. Alors justement, Georges, dans ta première partie, tu tires à boulet rouge sur le souverainisme. Tu pourrais un peu développer ce point de vue. Quelles sont pour toi les limites du souverainisme par quoi justement ça demande à être dépassé, selon toi ? Alors, il est vrai que le souverainisme, pour moi, est quelque chose de profondément négligeable. Je suis très hostile aux souverainistes, même s'il y a des personnes sympathiques. Je te coupe. Paradoxalement, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il y a chez nombre de militants identitaires, patriotes, etc., notamment au moment d'échéances électorales, une tentation souverainiste. Alors, ton article est fort intéressant et j'espère que tu pourras montrer quelle est la grande dichotomie, enfin quelles sont les grandes différences entre le camp identitaire patriote et le camp souverainiste. Il faut dissiper ce malentendu qui se fait jour régulièrement et qui attire, comme la lumière attire les lucioles, sur des faux semblants. Alors, les souverainistes sont souvent des personnes qui veulent défendre la nation, l'État-nation. J'insiste bien, l'État-nation, c'est-à-dire une forme historique très particulière de l'État. Car pour moi, j'estime que l'État est une donnée permanente de l'existence humaine. Les souverainistes sont souvent des
personnes qui défendent l'homogénéité des cultures en France. Et je prends un moment l'idée, l'image que les souverainistes défendent une sorte de chaîne magnifique de l'extérieur qui est à l'intérieur totalement pourrie, totalement décatie. C'est la même chose pour le cadre national. La France et les souverainistes français sont, quand on les regarde bien, quand on les écoute, résolument hostiles aux identités régionales enracinées, perçus comme séparatistes, tout en étant hostiles à la construction européenne. Ils défendent quelque chose qui mérite d'être détruit aujourd'hui. Citation de Nietzsche, à un certain moment, Nietzsche dit « Tout ce qui doit tomber, il faut le pousser ». Eh bien, il faut pousser ce phénomène, cet État-nation français qui, depuis des siècles, depuis le XVIe siècle, ne cesse de détruire toute la bigarrure identitaire des peuples de France. En fait, cette problématique implique de repenser totalement l'identité française. C'est-à-dire que pour eux, l'identité française n'est irréductible à l'État-nation. En dehors de l'État-nation, point de salut en quelque sorte. Voilà, parfaitement. Et précisons aussi que dans ton esprit, la construction européenne n'est pas celle de Bruxelles. Bien évidemment. C'est évident. Pour moi, la construction européenne, c'est l'idée d'empire. Qu'est-ce que l'idée d'empire ? C'est une idée qui s'appuie sur l'importance du sacré. Il faut revenir au sacré. C'est-à-dire, notre société doit retrouver un esprit de sacré, s'appuie sur une idée de souveraineté, mais une souveraineté déclinée selon des principes, le principe de la subsidiarité, et sur l'importance de l'identité. Et ces trois phénomènes convergents pour redonner une véritable légitimité. Car je combats le souverainisme parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de légitimité en France. Il y a une légalité, mais cette légitimité n'existe plus. Peux-tu développer brièvement le... Pascal oui. Contrepont avait une question. Je vais juste pour faire l'avocat du diable et pour te permettre de développer les objections. Donc, les premières objections qui viennent spontanément à l'esprit, c'est évidemment... Et donc, on va obtenir une balkanisation des États de tous les pays européens par les régions qui va profiter aux autres grands empires qui nous entourent. Et puis, d'autre part, le sacré, c'est un vœu pieux de vouloir le recréer. Alors, peut-être c'est un vœu pieux. Pour l'instant, oui, c'est écrit un peu dans le désert. Mais on ne connaît pas l'avenir. Quand on regarde l'histoire, on peut très bien voir qu'il y a eu des formes de sacré qui ont émergé dans cette époque de transition. Et nous vivons une époque de transition entre une modernité et ce qu'on appelle aussi une post-modernité. Et il serait bien d'essayer de redonner une forme de sacré à cette postmodernité qui est en train de germer. Pour revenir à ta première question, qui est extrêmement pertinente, il est vrai qu'il y a de très nombreux souverainistes qui dénoncent le retour aux identités régionales parce qu'ils craignent la balkanisation de l'Europe. C'est vrai, c'est indéniable. Mais voilà pourquoi je suis pour l'Empire européen, c'est-à-dire une répartition équilibrée des pouvoirs entre le niveau de la patrie charnelle, régionale, la patrie historique, nationale, et la patrie géopolitique, civilisationnelle, européenne. C'est un tout. C'est-à-dire, on peut très bien défendre les cultures régionales dans un ensemble national français qui engloberait, sans appartenance étatique, nos amis wallons, les valdôtains d'Italie, nos amis suisses francophones, voire même nos frères québécois, cajuns et acadiens, en Amérique du Nord. Très bien. Georges, un petit retour. Tu as parlé de principe de subsidiarité en 1 minute 40, avant la pause musicale. Peux-tu revenir sur ce concept qui est... Bon, nous y reviendrons, nous y consacrerons même des parties d'émission, mais peux-tu revenir sur le principe de subsidiarité ? Eh bien, pour faire très simple, le principe de subsidiarité, c'était ce que Charles Maurras disait, l'autorité en haut, les libertés en bas. C'est-à-dire, chaque niveau doit avoir un certain nombre de compétences et on transmet au niveau supérieur les compétences qu'on ne peut pas faire soi-même. En clair, au niveau européen, ça serait la grande économie monétaire, la diplomatie, la défense. En revanche, l'Union européenne ne devrait pas intervenir dans la gestion des communautés locales pour savoir s'il faut construire une piscine. C'est l'esprit du fédéralisme bien pensé. C'est l'esprit du fédéralisme bien pensé qui est une tradition politique européenne. On peut, pour information, je crois, signaler un article de
Stéphane Gaudin d'il y a une dizaine d'années sur le principe de subsidiarité qui résume bien le propos, je crois. Pascal. Oui, Stéphane Gaudin, en reprenant la pensée d'Althussus notamment, avait beaucoup travaillé sur la notion. Il avait publié de nombreux articles qui, je crois, sont toujours disponibles en ligne sur le site Le Recours aux forêts de Laurent Ozon. Oui, exactement. Sur C'était le dans le numéro du recours aux forêts. Je crois qu'ils ont été mis en ligne aussi. Voilà. La pause musicale approche, chers auditeurs. Je vais donc demander au camarade Pascal de nous présenter le titre que nous allons écouter maintenant. Alors, c'est vrai que l'Afrique du Sud sera bientôt au plein cœur de l'actualité. Elle a été récemment avec le meurtre du leader du mouvement de résistance afrikaner, Eugène Terre-Blanche, dont nous allons passer un tube, on peut le dire ainsi, une chanson qui est devenue aujourd'hui l'hymne officieux des Afrikaners. C'est un morceau intitulé De la Rai, qui rend hommage à un général bourg, Koos de la Rai, qui avait combattu contre les Britanniques durant la guerre de 1899-1902 et qui est interprété par un jeune chanteur qui incarne la fierté afrikaner retrouvée, Blok van Blerk. Op 'n berg in die nag lê ons in donker en wag. In die modder en bloed lê ek koud, streepsak en reën kleef teen my. En my huis en my plaas tot kolle verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar daai vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my. De la Rai, sal jy die boere kom lei? De la Rai, generaal, generaal, so seunman sal ons om jou val, generaal. De la Rai, oor die kakies wat lag, 'n handjie van ons teen 'n hele groot mag. En die kranse lê hier teen ons rug, hulle dink dis verby. Maar die hart van 'n boer lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien. Op 'n berg kom hy aan, die leeu van die Wes-Transvaal. De la Rai, sal jy die boere kom lei? De la Rai, generaal, generaal, so seunman sal ons om jou val, generaal. De la Rai, sal jy die boere kom lei? De la Rai, generaal, generaal, seunman sal ons om jou val, generaal. De la Rai, want my vrou en my kind lê in 'n kamp en vergaan, en die kakies se mur loop oor 'n nasie wat weer op sal staan. De la Rai, sal jy die boere kom lei? De la Rai, generaal, generaal, so seunman sal ons om jou val, generaal. De la Rai, sal jy die boere kom lei? De la Rai, generaal, generaal, so seunman sal ons om jou val, generaal. De la Rai, generaal, generaal, sal jy die boere kom haal? Bien, nous reprenons le cours de notre émission après cet intermède musical bourg.
Par Bock van Blerk. Oui, je crois qu'il y avait une petite hésitation sur le prénom. Hein. Exactement. Ce qui n'est pas forcément évident avec de la Bock, fréquence. il faut penser à boire. Hein. Bon, Faut penser, Bock, voilà, un voilà. petit bock, s'il vous Donc plaît. vous êtes bien sur l'émission Méridien Zéro, une émission RVN France. Nous sommes le dimanche 18 avril, il est 23h passé de près de 40 minutes et nous retrouvons notre invité Georges Feltin-Tracol pour discuter avec l'ami Contrepont et l'ami Pascal Lassalle de son ouvrage Orientation rebelle paru aux éditions Heligoland. Alors je crois que nous voulions insister après cette pause musicale sur une de tes thématiques principales, à savoir le recours, hein, c'est un petit clin d'œil à notre ami Ozon, le recours à la géopolitique. En effet, je suis un grand passionné de géopolitique, ayant fait des études de géographie, d'histoire et de sciences politiques. Très rapidement, dans la fin des années 1980, au début des années 1990, eh bien, je suis tombé dans le bain géopolitique. Alors aujourd'hui, tout le monde veut faire de la géopolitique. Dans un dernier numéro d'Hérodote, Yves Lacoste, qui fut un des précurseurs de la pensée géopolitique en France dans les années 1970, écrivait qu'il était quelque peu fatigué de voir aujourd'hui sur les comptoirs des librairies des auteurs qui n'ont aucune compétence en géopolitique intituler leur livre « Géopolitique des passions »,« Géopolitique des envies ». Bientôt on aura « Géopolitique de mon intestin »,« Géopolitique de mes tripes ». Bref, aujourd'hui, pour vendre, il faut dire quelque chose de géopolitique. Alors que dans les années 1960, parler de géopolitique était synonyme d'horreurs les plus innommables. Oui, rappelons que la géopolitique naît dans un espace largement germanique et anglo-saxon. Et aussi français. Aussi français, c'est une pensée... Alors, il est vrai que le terme géopolitique et la géopolitique fut longtemps reprise par l'école allemande. Voilà. Et ensuite, ça s'est diffusé chez les Britanniques, aux États-Unis et ensuite en France. Voilà, nous sommes d'abord de géographie politique avec Ratzel et puis plus tard, surtout avec Karl Haushofer. Hein, exactement. Eh bien, j'ai repris... Après avoir lu énormément d'ouvrages de géopolitique, en particulier les articles d'Éléments qui étaient consacrés à la géopolitique, et aussi de la revue de Stockers, de Robert Stockers, Vouloir et Orientation, qui donnait d'importants travaux géopolitiques en France, en Europe et à l'étranger. La géopolitique est quelque chose d'extrêmement important, c'est le rapport de puissance à puissance sur des enjeux de territoire. Et nous vivons sur des territoires, sur les communautés, sur les identités, sur les patries. Je considère que la géopolitique sera ce que la biologie a été au XXe siècle, c'est-à-dire une science majeure pour le XXIe siècle. Alors pourquoi opposes-tu la géopolitique à l'idéologie dans l'un de tes articles ? Alors c'est une recension d'un livre de 2 géopoliticiens canadiens qui estimaient que l'idéologie c'est une vision utopique. Alors que la géopolitique, la vraie géopolitique, ça part toujours du principe du réel. On s'appuie sur la réalité. On ne peut pas faire de la géopolitique sans prendre en compte de très nombreux facteurs qui s'inscrivent dans le quotidien. Alors que l'idéologie, j'ai en tête cette image d'un des frères Marx qui, met toutes ses affaires dans une valise, essaye de fermer la valise, les bouts de vêtements sortent de tous les côtés, que fait-il ? Il coupe avec un ciseau pour pouvoir fermer sa valise. Eh bien ça, c'est l'action de l'idéologue. Le géopoliticien prend en compte la diversité naturelle du monde. Alors on va encore citer Gabriele Dinolfi, hein, le réel fonde la doctrine. Parfaitement. Pascal. Justement, pour rester connecté au réel, est-ce que parfois, il n'y a pas la tentation chez certains géopoliticiens de tomber une sorte de réductionnisme géopolitique qui primerait parfois sur des impératifs identitaires et civilisationnels. On le voit par exemple dans le traitement des affaires entre la Russie et son étranger proche, où il y a parfois des hésitations à savoir qu'est-ce qui va primer dans les prises de position, qu'elles soient intellectuelles ou diplomatiques, concernant les apparentements civilisationnels identitaires entre certains pays, et puis les données de la géopolitique et de la réelle politique, hein, en quelque sorte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui,
on observe l'apparition de ce que je pourrais appeler une idéologie géopolitique, le géopolitisme, c'est-à-dire un réductionnisme comme il y a eu l'économisme naguère. On considère qu'en parlant de géopolitique, eh bien tout simplement, les problèmes seront résolus. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut toujours garder raison. La géopolitique est une grille d'interprétation comme l'histoire, l'économie, la philosophie, Voilà, le politique. elle doit rester un paramètre parmi d'autres. C'est un et ne paramètre. pas prendre tout le champ d'interprétation de cette manière. Il faut rejeter la primauté de la géopolitique. Très bien. Georges, un grand merci. Nous arrivons déjà pratiquement à la fin de ce débat. Trop court. Je pense que nous allons te réinviter très prochainement pour poursuivre nos pérégrinations au travers de ton ouvrage et notamment on l'aborde toutes ces thématiques passionnantes. Avant de céder la parole à Pascal pour la non moins fameuse chronique culturelle, je rappelle ton ouvrage, Georges, Orientation rebelle. Georges Feltin-Tracol aux éditions Heligoland. Vous trouverez toutes les coordonnées de cet ouvrage sur le site Méridien Zéro sur oeffort.com. Et maintenant, place à la chronique culturelle. Alors, cette semaine, 3 ouvrages et un DVD. Le premier ouvrage, en fin de compte, qui reste connecté aux enjeux et à l'actualité sud-africaine que nous avons évoqué tout à l'heure. Il s'agit du livre de Pierre-Olivier Sabalo, qu'il a consacré à une figure méconnue de l'histoire sud-africaine, à savoir un ancien Premier ministre qui s'appelait Hendrik French Verwoerd. Vous me pardonnerez l'orthographe et surtout la prononciation. Oui, l'Afrikaans, c'est impossible. Voilà, l'Afrikaans, j'ai encore des progrès à faire, il faut que je m'y mette sérieusement. Donc en fait, cet homme passe pour être aujourd'hui un des grands méchants de l'historiographiquement correct, comme le promoteur et l'instigateur de la politique d'apartheid, de développement séparé. Et en fait, Pierre-Olivier Sabalo montre que les choses sont moins simples et beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes. Et il montre que Verwoerd a voulu mettre en place une nouvelle forme de développement pour tous les peuples de l'Afrique australe et notamment de l'Union sud-africaine qui était, il ne faut pas l'oublier, une construction coloniale britannique. Et il a voulu justement créer une sorte de décolonisation intérieure et de permettre à tous ces peuples de vivre en bonne intelligence, mais pour cela, vivre séparément. Donc, en fait, c'était une forme d'ethnopluralisme avant la lettre, un terme qui a été développé par la nouvelle droite dans les années 80. Et il s'agissait d'opérer une recomposition des frontières intérieures de l'Afrique du Sud, bien sûr en concédant un important territoire à la tribu blanche d'Afrique, les Afrikaners, avec aussi la communauté anglophone, et d'autre part, de voir chaque peuple africain noir, natif, posséder son propre État. Tout cela dans une sorte de Commonwealth, une sorte de CEI sud-africaine qui aurait vu le jour dans les années 70 si cette œuvre n'avait pas été interrompue par l'assassinat, dans des conditions d'ailleurs troubles, ce que ne cache pas Sabalo, de Verwoerd en 1966 par un métis soi-disant déséquilibré. En fait, il faut savoir que Verwoerd gênait beaucoup de monde, notamment toutes les élites oligarchiques et économiques de l'Afrique du Sud, les églises anglophones et sionistes d'une part, et d'autre part, il gênait aussi les conservateurs sud-africains, les réactionnaires sud-africains qui, eux, voulaient pérenniser une stricte politique de domination et de ségrégation raciale. Donc, en fait, c'était pas une vision suprémaciste de la chose, mais une vision strictement ethno-pluraliste et ethno-différentialiste. Voilà pour le premier ouvrage. Donc cet ouvrage est disponible aux éditions du Camas, qu'on peut se procurer avec le courriel suivant, édition du Camas, C-A-M-A-S, tout ça en un seul mot, @hotmail.fr, pour la somme de 23,60 € franco de port. Deuxième ouvrage, il s'agit d'un ouvrage qui est un ouvrage majeur sur une question hautement controversée, vu l'état de notre liberté de parole et de pensée aujourd'hui dans notre belle terre d'Occident. Il s'agit du siècle juif
d'un universitaire américain d'origine juive russe, Yuri Sleskin. C'est un ouvrage qui a reçu maintes et maintes distinctions de la part de l'intelligentsia du système, mais en fait c'est un ouvrage qui, s'il n'avait pas été signé par son auteur, pourrait passer pour un ouvrage presque antisémite. En fait, c'est un ouvrage très original qui prône la thèse suivante, selon laquelle l'âge moderne que nous vivons est un âge et l'âge des Juifs, et que le XXe siècle étant le siècle des Juifs, la modernité signifierait que chacun d'entre nous devient juif d'une certaine manière, en tout cas un juif sur le plan mental, étant urbain, mobile, éduqué et professionnellement flexible. En fait, Sleskin prend une grille d'interprétation très originale. Il divise le monde entre mercuriens et apollinien. Les mercuriens, c'est le monde des commerçants et des intermédiaires de tous ordres qui est fondé sur la recherche du pouvoir et sur l'esprit mobile et nomade, alors que le monde apollinien, c'est le monde des paysans et des guerriers. Et il montre que le peuple juif a réussi à trouver 3 terres promises au XXe siècle. Sa terre promise, c'est avant tout l'Amérique, qui a été la forme la plus réussie selon l'auteur de la modernité mercurienne. La deuxième terre promise, ce fut l'Union soviétique, qui fut aussi, selon l'auteur, la création juive la plus impressionnante, malgré la politique antisémite de Staline. Et la troisième terre promise, qui était une tentative de créer un peuple juif apollinien enraciné, c'est l'image du kibbutz, c'était bien sûr Israël. Bon, Sleskin développe beaucoup sur le cas soviétique, et c'est vrai que c'est très éclairant. Il montre d'ailleurs la part importante que les Juifs ont joué dans le système bolchevique et son système de répression, et tous les crimes qui en sont suivis. Donc c'est vraiment un ouvrage très stimulant, et qui dépasse les clichés, les a priori habituellement proférés dans la mouvance ou ailleurs d'ailleurs. D'habitude, c'était plutôt Nolte qui disait ça. Pardon ? D'habitude, c'était plutôt Nolte qui disait ça. Oui, en fait, Nolte, lui, c'était une autre thèse concernant les implications entre les différentes expériences totalitaires. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'il peut le compléter sur beaucoup d'aspects. Alors, le troisième ouvrage est signé par Georges-Henri Brisset-Desvallons, et qui s'intitule Irak, terre mercenaire, aux éditions Favre. Et c'est un ouvrage qui concerne ce phénomène nouveau, qui est le développement des sociétés militaires privées. Et Brisset-Desvallons analyse plus précisément le cas irakien. Et il montre surtout que cette tendance est une tendance lourde. Cette dynamique d'émergence des sociétés privées n'est pas un phénomène conjoncturel, mais c'est quelque chose qui va peser lourd dans le développement des armées occidentales. Et on pense que justement les autres armées autres que anglo-saxonnes se mettront à la page rapidement. Et c'est un phénomène qui d'ailleurs a été anticipé, et ça Georges ne me mentira pas, par les auteurs de science-fiction, cyberpunk. On voit toujours des armées privées mises au service de trusts omnipotents. C'est un phénomène inquiétant du point de vue de ceux qui sont attachés à une certaine vision de l'armée au service d'une nation, mais c'est un phénomène en pleine ascension. Dernier point que je voudrais développer, donc le film de la semaine. En fait, c'est un film qui est sorti il y a quelque temps, qui est une nouvelle adaptation d'un mythe cher aux amoureux des traditions européennes, le mythe de Beowulf, donc ce merveilleux texte anglo-saxon du IXe siècle qui nous replonge dans ces âges troubles, ces âges sombres et obscurs, mais ce n'est pas pour nous quelque chose de négatif, du Haut Moyen-Âge européen. Alors cette adaptation est signée par un cinéaste canadien d'origine irlandaise, Stola Gunnarsson, s'intitule donc Beowulf et Grendel, et la grande originalité de ce film, c'est un film décliné sur le mode d'une saga épique hyper réaliste qui désacralise un petit peu le mythe, mais pas au sens négatif. Il lui redonne donc une tonalité âpre, historique, tournée dans les paysages islandais, avec des acteurs de choix, notamment Gerard Butler, connu pour son interprétation de Léonidas dans le film 300, dont on pourrait reparler, et Stellan Skarsgård dans le rôle de Hrothgar. Voilà, donc c'est un film avec une superbe atmosphère envoûtante, et c'est un film qui est actuellement soldé, notamment dans les bacs de la grande distribution, donc précipitez-vous pour l'acheter, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Très bien, merci beaucoup Pascal pour cette chronique culturelle dont vous retrouverez évidemment l'ensemble des éléments très rapidement grâce à nos équipes foudroyantes de réactivité sur le blog Méridien Zéro sur oeffort.com. Il nous reste quelques minutes.
Mon cher Georges, je tiens donc à te laisser le mot de la fin, et notamment au travers de l'évocation de quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans ton ouvrage. Tu parles du triomphe de l'idéologie réticulaire. Alors, comme il nous reste quelques minutes et que vraiment ça m'a... j'en ai pas dormi. Ah ben, pas loin. J'ai lu ce... Mais j'en ai pas dormi, mais pas parce que j'en ai fait des cauchemars, quoi qu'on puisse en faire, mais simplement par les implications de ce texte qui sont infinies. Alors, il s'agit là encore d'une recension d'un ouvrage de Philippe Forget et de Gilles Polycarpe, paru il y a quelques années, qui s'intitulait, dont le titre est extraordinaire, Le réseau et l'infini, en référence au zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Oui. Eh bien, je ne fais que reprendre ce que disent de manière extraordinaire Philippe Forget et Gilles Polycarpe. Ils estiment l'importance du réseau, l'idéologie réticulaire. Et il est bon qu'à l'heure actuelle, dans cette période de 21e siècle où nous connaissons, selon Zygmunt Bauman, l'ère de la liquidité, eh bien, que nous formions et que nous constituions des réseaux. Très bien. Eh bien, le réseau et l'infini. En fait. Le réseau, voilà. Plus que jamais. Pour combattre les réseaux dits sociaux que sont ces vomitoriums. Oh là là. Facebook, Twitter, Flick, machin, je ne sais plus quoi. Bref, tous ces... l'idéologie flicarde du réseau postmoderne. Voilà, tous ces blabla pour bobos. Qui dessèche au contraire la sociabilité la plus élémentaire au profit, on en parlait tout à l'heure hors antenne, de l'érection de DJ métaphysique. Moi, j'applique souvent l'image de Brevard. Non, ça n'est pas lui. Si, c'est lui, c'est William Wallace. Mais non, c'est pas lui. Il fait 3 mètres et il y a des boules de feu qui lui sortent de l'arrière-train. Il est vrai qu'avec tous ces réseaux sociaux, tout le monde passe pour Brad Pitt avec le cerveau d'Einstein. Alors que ce sont ni plus ni moins que le grand rêve accompli de la Stasi. Exactement. Contre-pont lapidé. Alors, expliquez-nous ça. Allez-y, vous avez 1 minute. Le grand rêve accompli de la Stasi, c'est... Bah oui, puisqu'il s'agissait avec la Stasi de faire des fiches et de passer des journées à essayer de faire des fiches, alors que là, les gens les font eux-mêmes, les fiches. Oui, c'est ce que disaient des proches. Avant, on payait des gens pour porter des publicités. On appelait ça les hommes sandwich. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens payent pour avoir des pubs sur leur t-shirt. De la même manière, les gens aujourd'hui payent pour être représentés sur des réseaux zéro, dont l'infinité se perd évidemment dans les données économiques et marketing qui profitent de toute cette manne. Merci beaucoup, Georges. Je crois que on aura très envie de te réinviter si tu en as le temps. On peut toujours trouver le temps. Bon, on trouvera le temps pour évoquer des points plus précis ou des éclairages sur l'actualité. Il y avait quelques petites choses qui me manquaient, moi, mais on en parlera plus tard. Il y a encore d'autres choses à aborder en termes de mondialisation. Il faut dire que j'ai quand même autour de 200 à 300 textes. D'accord, donc peut-on prévoir une suite à Orientation Rebelle, Rebelle 2, le retour? Je n'en sais rien. Bon, eh bien, c'est souhaitable. En tout cas, je rappelle que Georges, tu sévis avec d'autres de tes camarades sur le site Europe Maxima, où nous pouvons trouver une bonne partie de ces textes. J'invite donc tous les lecteurs, les auditeurs et les lecteurs assidus à aller se connecter à ce site extrêmement bien fourni et qui permet de se réarmer intellectuellement, moralement, mentalement. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Lord Sergei, il nous reste une petite minute. Je vous rappelle donc que vous êtes sur Méridien Zéro, que nous nous retrouvons hebdomadairement tous les dimanches, hormis quelques
petits interludes pendant lesquels nous laissons la place à nos camarades canadiens. Nous tenons, comme d'habitude, en chaque fin d'émission, à saluer tous les autonomes de France et de Navarre, à Bordeaux, à Lille, à Tours, dans la Champagne Ardennes, en Normandie. Et ce soir, nous avons une pensée plus particulièrement orientée vers les camarades du Bloco Studentesco de Rome, qui, pendant leur campagne d'élection estudiantine, ont eu affaire à 15 militants, à une horde de plus d'une centaine de gauchistes. Malgré leur résistance, la moitié du groupe est ce soir encore à l'hôpital. Et donc, nous avons une pensée pour nos camarades. On voit bien que la réaction de nos amis bolcheviques étant la barre de fer, ils n'ont plus grand-chose à opposer à l'avant-garde qu'est Casapande. Heureusement, les citoyens romains étaient là pour témoigner en faveur du Bloco Studentesco. Il y a de grands changements en Italie. Oui, il y a de grands changements. C'est vraiment l'avant-garde. Chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une thématique qui vous sera annoncée par la voix du net. Merci d'avoir écouté cette émission de RBN France et à la semaine prochaine. Bonsoir.